Bonjour à tous. Merci. Juste un mot d'introduction pour vous dire que ce qui est projeté pour le moment et que vous avez peut-être retrouvé sur vos sièges, c'est donc une introduction pour vous dire que les autrices et auteurs de bande dessinée sont fort mal payés. On le savait peut-être, c'est confirmé par pas mal d'éléments, de rapports qui ont été faits ces derniers temps. Je ne vais pas vous résumer ce qui est écrit là, mais je vous invite à le lire. Et donc c'est un collectif qui s'appelle Autrices, Auteurs en Action, qui a édité cette lettre ouverte en fait au ministre de la Culture pour une action rapide, puisqu'on est en plein dans l'année de la bande dessinée 2020 célébrée par le ministère et par l'État. Eh bien, il serait bien de le célébrer en termes sonnants et trébuchants aussi, parce qu'on peut être auteur de bande dessinée et ne pas du tout gagner son argent. On peut même être auteur de bande dessinée pauvre, comme le disait Alex Baladi. On peut être un Suisse pauvre, par exemple. Ce qui fait un lien avec notre invité Frédéric Peters, qui vient de Suisse. C'est un lien qu'il fallait trouver. Hein, et on vous propose donc un antipasti autour de l'œuvre de Frédéric Peters. Ça va être un petit peu acrobatique et sportif, puisqu'avec mon camarade Tanguy Jossic, on a, et lui surtout, beaucoup travaillé sur le corpus, l'œuvre de Frédéric Peters, qui est déjà bien conséquente en quelques dizaines d'années de travail. Et en une heure, résumer tout cela, ça va être un peu chaud. Alors on va faire des impasses et puis s'attarder sur d'autres. Vous allez découvrir ça maintenant. Merci à vous. Et Tanguy, je te laisse la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Très heureux de pouvoir te poser tout un tas de questions sur l'ensemble de ton œuvre, en tous les cas sur des œuvres choisies, parce que comme tu le disais, ça va courir très vite. On va commencer du coup par les travaux de l'enfance, de l'adolescence, et puis tes premiers livres, et te demander quel regard tu portes finalement sur ces différentes productions que tu nous as envoyées par mail gentiment, dessins d'enfants, des recherches là. Oui, non, mais moi les dessins d'enfants, ils sont loin chez mes parents. Alors il n'y a pas de dessins d'enfants. Tout ce que vous avez là, ça commence grosso modo quand j'ai 18 ans. Voilà. C'est-à-dire c'est les carnets que j'ai conservés, quoi. Alors, dessins d'enfance, est-ce que ça vaut vraiment la peine de parler des dessins d'enfance? Je ne sais pas. En tous les cas, tu as commencé la bande dessinée tôt, et tous les enfants ne dessinent pas des bandes dessinées à cet âge-là. Là, tu es étudiant à ce moment-là. Tu es lycéen, collégien Alors, donc chez moi, ça s'appelle pas comme ça, mais non. Comment dire? Moi, j'ai pas fait de formation de bande dessinée. Non seulement ça n'existait pas, mais en plus, je pense que je l'aurais pas fait, même si ça avait existé. Alors, j'ai été dans une école d'art, mais pour faire de la communication visuelle, ce qui était extrêmement utile pour savoir exactement ce que je ne voulais pas faire, ce qui est déjà un début. Qu'est-ce qui t'amène à faire ces études si tu sais que tu vas pas t'y retrouver? Je sais pas, tout c'est pas très intéressant. Tout ça, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans. Il faut que je trouve il faut que j'aie un papier, parce que la bande dessinée, je me dis que ça va être compliqué d'en vivre. Et puis, mais voilà, j'ai fait ça. En plus, c'était une section qui venait de s'ouvrir. Tout était très bordélique. Moi, je voulais essayer de faire du dessin ou du graphisme. Je me suis retrouvé à avoir des cours de marketing et de gestion de budget et de machin comme ça. Donc bon, c'était très intéressant parce que j'ai rencontré des gens dans l'école. Voilà, ça c'était intéressant. Mais le reste, si on n'a qu'une heure surtout, vous voyez. Bon, donc ça c'est laissé en 95. Du coup, ces études, on passera dessus. On va tout de suite voir tes premiers livres. Je vous ai pas envoyé ça. Non, tu nous as pas envoyé. Mais ça, c'est pas mon premier livre. Non, tu as édité un premier livre qui s'appelle Fromage et confiture en 97. Ouais. Celui-ci est édité la même année. Il s'appelle Comment rigoler avec vos amis chez Bulbe. Ouais. C'est un petit livre accordéon. Ce que je peux vous expliquer, qui sera plus intéressant que les histoires d'école, etc., c'est que toute cette époque, il y a à Genève un magasin qui s'appelait, parce que ça a disparu, le Paradoxe Perdu, qui était un magasin d'import. Donc là, donc moi j'ai 16, 17 ans, donc ça veut dire qu'on est au début des années 90, donc évidemment pas d'internet. Et donc quand vous avez quelques gens un peu particuliers dans une ville moyenne comme Genève qui sont intéressés par les comics, les mangas, les trucs underground, les DVD de monstres, la blaxploitation ou que sais-je, il n'y a pas 36 endroits, quoi. Il n'y a qu'un seul magasin. Donc on se retrouve assez rapidement avec une bande de gens passionnés, et une émulation, une agrégation comme ça, et des gens qui m'accompagnent toujours aujourd'hui, avec qui on a fondé les éditions Atrabile. Les éditions Bulbe, c'est parallèle à ça, mais c'est la même bande finalement.
Et puis, début des années 90, c'est aussi le moment où la culture geek, elle existe, mais personne ne sait qu'elle existe. Aujourd'hui, elle domine le monde, mais occidental en tout cas. Mais à l'époque, on est très peu nombreux. Donc en fait, très vite, on se serre les coudes, quoi, parce qu'avec les autres gens, on a tendance un peu à s'ennuyer. Du coup, Atrabile existe avant ton premier livre publié chez eux ? C'est organique, ça se fait tout ensemble. C'est-à-dire, c'est vraiment l'esprit du fanzina à cette époque. C'est-à-dire, on a une cave, un local fourni par la librairie Le Paradoxe Perdu, une espèce de cave qui sent le moisi et la vieille clope. Et là-dedans, on fait tout mélanger ensemble. On dessine, on écrit, on agrafe, on mélange tout. Et puis, progressivement, les choses, elles avancent. On voit qu'il y en a qui sont plus compétents dans certains domaines que dans d'autres. Il y en a qui sont plus excités par certains domaines que par d'autres, et puis les tâches se répartissent. Et cette bande qui faisait tout un peu mélanger n'importe comment, assez vite, elle se structure. C'est aussi le début de l'association en France. Donc tout d'un coup, on se dit, mais en fait, on peut monter une maison d'édition. En fait, il suffit de le dire. Il suffit de le dire puis de le faire, quoi. Du coup, c'est peut-être pour ça que tu publies des livres pas uniquement chez Atrabile, mais chez d'autres petits éditeurs, dont le Drosophile pour ce premier livre. Ouais, tout ça c'est le même milieu. Drosophile, Atrabile, Bulbe, tout ça. Drosophile, c'était ça l'est toujours d'ailleurs, un sérigraphe qui était beaucoup plus vieux que nous, qui doit avoir 75 ans aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Et qui était complètement fou, qui sérigraphiait des objets complètement dingues. Il était jamais payé, il était criblé de dettes, mais il accueillait tous les petits jeunes qui débarquaient et qui voulaient faire des t-shirts ou des affiches. Et lui, ayant vu qu'il y avait une espèce d'émulation BD à cette époque, il s'est dit moi, je vais faire une maison d'édition. Évidemment, ça a été un fiasco financier intégral, parce que c'est des livres qui sont invendables, des livres sérigraphiés. Mais voilà. Du coup, la même année que ce tout premier livre, paraît Pilule Bleue. Nous sommes en 2001, un livre qui te fera repérer du grand public. C'est un livre qui a beaucoup été défendu. Je crois qu'on en est à 12 ou 13 rééditions. Je suis pas augmenté même ensuite en 2013 me semble-t-il, actualisé, voilà, avec la suite en gros de cette histoire. Oui, alors il y a une espèce de pseudo suite qui paraîtra cet été, mais qui n'est pas une suite, qui est une espèce de livre miroir, mais enfin bref. On va en parler peut-être à la fin. On en parlera l'année prochaine. Oleg. Alors du coup, Pilule Bleue, est-ce que tu veux en parler? Oui, alors est-ce qu'on passe vite dessus? Non. Enfin, comme vous voulez. Hein. Moi, ce qui se passe, c'est que à cette époque, il y a Atrabile, il y a tout ça. Moi, je sais que je veux pas faire du marketing, de la pub et tous ces trucs-là. Donc, je me dis, je prends un boulot alimentaire. Je dois avoir 22 ans, je pense. Je prends un boulot alimentaire. Je bosse le matin. Donc, le boulot alimentaire, c'était bagagiste à l'aéroport de Genève. C'est ce que j'ai trouvé. Donc, moi, je bossais 6 heures par jour, de 6 heures à midi. Et ensuite, plat de spaghettis et sieste. Oui, ce que vous allez comprendre assez rapidement, c'est que je suis un garçon assez déterminé et pas très bordélique, très organisé et qui n'a aucun problème avec la routine et la répétition des choses. Donc voilà, moi j'arrive à me dire à 22 ans, ok, je prends un boulot alimentaire, je bosse là à mi-temps, je me donne 5 ans. Si au bout de 5 ans il se passe rien avec la BD, parce que oui, après la sieste et le plat de pâtes l'après-midi, c'était dessin tout le reste de la journée. Et donc projet dans tous les sens. Et si il se passe rien, je ferai autre chose ou j'en sais rien. Et dans cette période, il y a eu un livre que vous avez vu défiler avant qui s'appelle Les Miettes, qui devait se faire avec l'association, qui s'est pas fait pour une multitude de raisons, qui était avant Pilule Bleue donc. Et il y a eu plein de problèmes avec Menu, tout ça. Et puis finalement, le bouquin a été refusé. Il a été plusieurs années après édité par le même Drosophile, mais enfin c'est une autre histoire. Et donc moi, je me suis retrouvé à dessiner le scénario de quelqu'un, Ibn al-Rabin, le milieu genevois, tout ça, qui avait écrit ce scénario complètement branque de cow-boys du Liechtenstein qui veulent détourner un train. Je vous laisse réfléchir sur la notion de détournement de train. Hein, voilà. Et avec des dialogues à la Audiard, alors tout ça c'était n'importe quoi, il était absolument incapable de le dessiner, donc moi j'ai passé des mois à dessiner des trains, des chevaux et des cow-boys, ce qui était, j'étais pas prêt pour ça, et donc fiasco finalement, et ce que je me dis, maintenant,
ok, fini le découpage, les trains et les chevaux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me nettoyer de tout ça et je prends un projet qui n'est pas censé être publié à l'origine et qui est une espèce d'hygiène interne. C'est-à-dire, je me dis, je ne crayonne pas, je n'écris pas, je prends une page A4, je dessine ce qui vient. Alors évidemment, c'est pas si simple, mais il faut choisir un sujet. Et il se trouve qu'à cette période-là, enfin à 1 an de décalage, grosso modo, moi je vivais ce que raconte Pilule Bleue, quoi. Donc j'ai vraiment raconté en 3 mois, ça a pris 3 mois, 3 pages par jour, ce truc-là. Voilà. Et au bout de 50 pages, j'ai montré ça à Daniel d'Atrabile, avec qui on avait, ainsi que d'autres gens, mais enfin. Au fur et à mesure de la répartition des rôles à l'intérieur de l'Atrabile, Daniel est celui qui est devenu pas le patron, mais parce que ça fonctionne pas comme ça, mais enfin on va dire le patron, allez, pour la faire courte. Et je montre les 50 premières pages à Daniel, et Daniel m'a dit mais il faut en faire un livre. Ouais, mais t'es sûr, il n'y a pas de crayonnet, il n'y a pas de scénario. Il me dit t'en fais 500 pages, on en fait un livre. Bon, je me suis arrêté à 180. Et voilà. Et donc, je serais incapable de refaire un truc pareil, jamais. La suite, d'ailleurs, que tu as ajoutée, c'est-à-dire le témoignage des gens qui traversent ce livre quelques années plus tard, est dessiné avec une autre écriture. C'est un bon choix d'image, ça, c'est bien. On en parle justement sur la page d'après, là. Du coup, le sujet est pas anodin dans ces années-là, mais en même temps, tu tournes pas autour du sujet de la maladie, mais plutôt de l'amour, là, dans ce livre. Pour ça, il aurait fallu que j'ai eu la présence d'esprit de dégager un thème. Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est une espèce de... Moi, au niveau sentimental, intime, ou je sais pas, à cette époque, moi, c'était très chouette. Hein, je n'en souffrais pas, mais j'avais plutôt l'impression d'une espèce de brouillard, quoi. Un truc pas clair, lié à la situation. Mais aussi lié à la jeunesse, mais une espèce de mélange de sensations entre l'amour, la pitié, le dégoût, le désir, le rejet, tous ces trucs qui étaient très compliqués à gérer. Non, moi j'ai vu ça, c'est vraiment une démarche presque d'hygiène personnelle, ouais, une façon de simplement raconter les faits pour essayer d'avancer dans le brouillard. Et l'effet que ça a eu, c'était assez intéressant. C'est-à-dire, c'était comme de grimper progressivement un escalier, marche après marche, et de très progressivement sortir du brouillard. Comme ça. Puis, et au bout de 3 mois, se retrouver un peu plus haut qu'au départ, et être capable de regarder les choses avec un petit peu de surplomb. Voilà. Donc moi, je me suis pas dit, ouais, alors HIV, amour, non, il faut pas que je traite, sida, HIV, tout ça, non. Moi, j'ai pas du tout... cette fibre-là, c'est comme John Ford. Hein. Si j'ai un message à faire passer, je vais à la poste. Je fais pas des livres. Ce qui est troublant, c'est que c'est, comme tu le disais Tanguy, un des premiers livres qui t'a fait connaître du grand public, qui est un livre assez directement autobiographique, même très directement autobiographique. Et finalement, dans ton œuvre, on trouvera assez peu d'autobiographie aussi directe. On va y revenir au fur et à mesure. Il y a des choses autobiographiques, mais qui vont s'insérer dans la fiction. Donc par la suite, suite. Ou dans Pilule Bleue. Oui, bien sûr. Après Pilule Bleue, oui, alors, on aurait pu s'attendre à voilà un auteur qui est dans cette veine très autobiographique actuelle. Ah oui, au début des années 2000, c'était tout à fait le cas. Et finalement, c'est pas du tout ce que tu proposes ensuite. Non, parce que au-delà du bref portrait de tout à l'heure, on peut rajouter un fort esprit de contradiction. Donc du coup, évidemment... Et un goût pour la fiction, peut-être aussi. Et en plus, non seulement un goût pour la fiction, mais un goût pour le genre dans la fiction. Culture geek, hein, vraiment. Moi, j'ai mis énormément de temps à accepter ça. Enfin, à accepter, pas à accepter, mais à réaliser ça, en fait. Après, en autodidacte, moi, j'ai plongé tenté, en tout cas, de plonger dans la culture classique, littéraire, picturale, etc. Mais en fait... peut-être pour étoffer tout ça ou mettre ma culture de base en perspective ou que sais-je. Mais enfin, moi, ma culture de base, c'est une culture geek, quoi. En gros, c'est Tintin et la culture geek, quoi. Voilà. C'est mon chaudron dans lequel je suis tombé, c'est celui-là. Après, j'essaye de m'en dépatouiller, tant bien.
Constellation sort en 2002, un livre à la construction narrative particulière, un jeu vraiment sur l'écriture, où tu racontes une histoire au travers de 3 regards différents, 3 personnages qui racontent la même histoire selon des points de vue différents. Ton rapport justement à l'écriture, au scénario, depuis Constellation, est-ce que tu peux en parler un peu ? Bon, tous les livres rebondissent un peu les uns sur les autres. Mais là, je verrais pas forcément de lien entre. Non, Constellation. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a 2 choses dans Constellation, mais c'est un tout petit livre. Hein, c'est vraiment très anecdotique. C'est un tout petit exercice de style. Il y a 2 choses. D'abord, il y avait la volonté de régler les comptes, mais dans le bon sens du terme, avec l'association, c'est-à-dire de remettre les compteurs à zéro. On repart sur un truc. C'est trop loin à vous expliquer là. C'est de la bouillie éditoriale. Qu'est-ce qui avait mené à l'histoire des miettes, mais moi, personne n'avait de rancœur et je pense que des 2 côtés, on avait envie, ok, on fait un petit livre, on règle le truc. Et voilà. Ça, c'était la première chose. Ils avaient cette collection qui faisait 30 pages. Mimolette. Et l'autre chose, c'est que c'est juste après le 11 septembre 2001. Voilà. Et en fait, au moment où il y a eu le 11 septembre, assez vite, j'ai eu cette sensation que beaucoup de gens ont dû avoir, qui est que putain, il y a des gens qui vont payer pour ça et ce sera pas les bons. L'histoire se passe dans un avion, du coup. Ouais, l'histoire de Constellation, c'est que ça se passe pendant la guerre froide, et puis il y a une tentative d'empoisonnement d'une personne pour des raisons de géopolitique de guerre froide, et puis il y a une substitution de liquide qui fait que la personne qui meurt n'est pas la bonne. Et ce principe-là, il venait de la pensée que j'ai eue après le 11 septembre 2001. Quoi. Je dis, ça va chier, quelqu'un va s'en prendre plein la gueule, mais ça va pas être les bons. Comme toujours. Quoi, voilà. Un premier livre avec un scénariste, pour le coup. Coma, c'est une série en 6 tomes chez les Humanoïdes Associés. Je passe les images, tu les commandes si tu en as envie. Bon, alors, avec Pierre Oisem. Ouais, bah, ça c'est. Voilà, on est là, on est. Pilule bleue, ça doit être 2001. Constellation, c'est 2001. En fait, voilà, tout début des années 2000, il y a une espèce de truc qui s'emballe comme ça. Parce que Pilule bleue a très bien marché, donc moi j'ai pu lâcher le boulot et du coup je me retrouve avec plein de temps et je travaille assez vite, donc il faut, c'est pas une damnation, hein, mais il fallait remplir avec joie tout ça, quoi. Et donc déclenchement de collaboration, et autour de moi il y avait quelques auteurs de bande dessinée dont j'étais assez proche, et dont Pierre Oisem. Et moi, j'avais fait probablement lié à l'histoire du HIV, de l'ombre, de la maladie, enfin tous ces trucs allégoriques un petit peu faciles, mais enfin qui viennent quand même. J'avais fait un dessin d'une petite fille comme ça, qui est un peu bravache, et derrière laquelle figurait un grand monstre très sombre comme ça, qui à la fois l'écrasait et l'enveloppait. Mais moi, je n'avais que ça, quoi. Et j'ai apporté ça à Pierre parce que Pierre Oisem, donc, il a plein de qualités, mais enfin, en tant que scénariste, moi, il a une qualité particulière que j'ai toujours sentie, c'est qu'il sait faire parler les gamins, quoi. Il sait faire vivre les enfants. Ils sont pas stupides, mais en même temps ils sont stupides aussi, parce que les enfants, ça peut être stupide. Ils sont charmants, ils sont insupportables, ils sont excessifs, ils sont et avec énormément de tendresse, quoi. Et il fait ça très bien. Donc je lui ai dit, est-ce que ce dessin, ça te dit quelque chose? Et il a en gros, non, je me rappelle d'une grande après-midi de brainstorming avec Oisem, enfermé dans son atelier avec du vin rouge, parce que c'est toujours très compliqué de mettre une grande distance entre Pierre Oisem et le vin rouge, et de mettre en place le truc de base, le canevas, quoi. Et après, lui, il a déroulé, c'était un bonheur de faire ça. Et alors, ce qui est fou pour l'anecdote, c'est que pour ceux qui ont une vague notion de comment classiquement on écrit une bande dessinée en duo, vous avez le scénariste qui écrit un scénario. Moi, je demande à ce qu'il ne soit pas découpé, hein, je déteste lire, parce que pour moi c'est là que se niche le style dans la bande dessinée, donc le découpage il m'appartient. Et donc il y a le scénario écrit,
Et puis ensuite je découpe et puis on essaye de faire rentrer ça dans le bon nombre de pages. Alors la plupart du temps, aujourd'hui on n'a plus tellement de limites de pages, donc en gros on scénarise et puis on découpe et puis on met des grandes cases, puis on aboutit à des bouquins de 300 pages qui normalement devraient en faire 120, mais qui en font 300. Mais Coma, lui, c'était la belle époque encore du 46 couleurs cartonnées, donc c'est donc 48 pages, mais 46 pages dessinées. Et pour l'anecdote, ce qui était marrant, c'est que Pierre écrivait sans découpe au fil du film, voilà, tome 2. Et chaque fois que je découpais, sur les 6 tomes, je suis tombé à la dernière ligne, sur la dernière case de la 46e page. Ça, c'est le sens du rythme. Sur Coma, juste rapidement, c'est Albertine Ralenti qui fait les couleurs. Je tiens d'elle d'ailleurs que c'était pas toujours facile de se glisser dans ton dessin charbonneux. Non, mais après coup, après cette expérience-là, c'est toi qui vas prendre en charge les couleurs. Ouais, parce que j'ai acheté un ordinateur. Non, mais parce que je pense que c'est à cette période, soit je me sentais pas assez légitime pour le faire, soit je faisais plein de trucs en même temps, alors j'avais pas le temps, je sais pas exactement. C'est aussi une époque où, puisqu'on parlait des histoires de paiement d'auteur, c'est aussi une époque où les humanos, mais je pense d'autres éditeurs, payaient confortablement. Donc en fait, on pouvait ne pas faire la couleur. Tandis qu'aujourd'hui, mais d'ailleurs les humanos ont coulé, probablement en partie pour cette raison d'ailleurs, ce qui payait énormément des auteurs qui en fait vendaient pas beaucoup de livres. Mais voilà, oui, couleur toujours depuis, ouais. Mais rien à voir avec Albertine Ralenti. Bon, on va revenir à du noir et blanc, pour le coup, un projet improvisé, Lupus, autour de l'aventure de deux camarades qui font le tour des planètes pour faire des grosses parties de pêche avec des gros poissons et puis pour prendre un maximum de drogue. Voilà le but en tous les cas de ces deux partenaires de route dans le premier tome. C'est pas bien de tuer des poissons. On pense à Hunter S. Thompson, à Brotigan, qui peut-être donne ses traits à Tony, l'un des... Non, pas du tout. J'ai jamais vu la tête de Brotigan d'ailleurs, mais j'ai énormément lu ses livres. C'est Brotigan ça? Oui, c'est Brotigan. Ah, super. Ouais. Non, hasard total. Alors, Lupus, c'est une saga en 4 tomes qui a été rééditée ensuite en intégrale, totalement improvisée là. Ouais. Un petit format de pages, ce qui explique une écriture un peu épaisse comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce récit improvisé, justement? Alors, ce qui est drôle, c'est que là, on se remet de nouveau au début des années 2000. Donc, il y a... Peut-être c'est la jeunesse, ou peut-être que c'était l'époque, j'en sais rien, mais il y avait peut-être plus qu'aujourd'hui des histoires de chapelles complètement débiles à l'intérieur de la bande dessinée. C'est-à-dire que si on faisait de l'underground en noir et blanc, il était tenu de détester les sagas de science-fiction de Delcourt ou de Soleil, et inversement d'ailleurs. Et donc, Pilule Bleue fait un carton. On va boire un verre avec Daniel et Benoît d'Atrabile et je leur dis, écoutez, je pense qu'on va mettre à genoux Soleil maintenant. C'est-à-dire qu'on va faire une saga de science-fiction. Non, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et on a tous ri avec ça. Je pense qu'ils m'ont pas complètement pris au sérieux. Mais évidemment, l'intérêt, c'était de faire tout à l'inverse. C'est-à-dire, dans les clichés, quand on élabore une saga de SF, on définit un monde, on définit un langage, on définit la technologie, on fait des tonnes de recherches, etc., etc. Bon. Moi, j'ai dit, je fais le contraire. C'est-à-dire, je sais 2 choses. Ce que tu as résumé avant, pêche, drogue, 2 amis, voilà, bon. Je commence avec le personnage principal qui se réveille après une tellement énorme gueule de bois qu'il ne sait pas ce qu'il a fait la veille. Merveilleux moyen de commencer un récit en improvisation parce que ça attrape à la fois le lecteur et l'auteur comme système. Et puis voilà, je me suis fixé de ne jamais prendre, de ne jamais préparer aucune recherche et de me contenter de ce qu'il y avait uniquement sur mon bureau. Donc tous les objets qu'on voit voilà. Finalement dans c'est tout des cendriers, des lampes, des trucs qui sont sur mon bureau. Du design des vaisseaux en passant par les petits objets qu'ils manipulent. Ouais. Et ironiquement, quelques années après, j'ai vu un making-of sur les préquels de Star Wars, parce que j'adore voir les trucs des mecs, les character designers, tout ça. Et il y en avait un qui a créé tout un personnage dans Star Wars à base d'une tête de vaporisateur. Moi, j'étais hyper content de mon truc un peu punk, et puis en fait, j'ai réalisé que la plus grosse industrie hollywoodienne fonctionne selon la même manière, mais bon, voilà.
Et ensuite, quoi dire de plus? Enfin, je déroule. Depuis, je fonctionne à peu près toujours comme ça, avec un peu plus de préparation quand même, quoi, maintenant. Hein. Faut pas déconner, quoi. Parce que là, il y a quand même plein de moments, si on prépare absolument rien, il y a plein de moments où on est coincé, parce que tout est gravé. Vous voyez, le premier tome, il est imprimé, quoi, au moment où j'attaque le troisième. Donc, je peux pas retourner en arrière, corriger des trucs. Donc, je dois essayer de glisser des twists à l'intérieur de failles que j'ai involontairement laissées dans le scénario. Enfin bref, c'était un peu casse-gueule. Donc maintenant, je prépare plus, mais cette espèce d'exaltation de l'écriture en dessin, elle est toujours là, par contre. Il y a une chronologie là en plus, donc t'es pas perdu non plus avec des flashbacks, avec des flash-forward, etc. Oui, et d'ailleurs, dès que je me mets à préparer un peu des plans, je me retrouve avec des montagnes de flashbacks et de flash-forward. Ouais. Je devrais peut-être arrêter. Nous sommes au 3e tome de Lupus, le 4e. Qui rejoint en fait des problématiques qu'on avait déjà dans Pilule Bleue, là, avec une rencontre amoureuse, la maladie aussi qui est là, et puis l'enfantement. En fait, ça, je ne réalise. Alors, il y a deux choses là-dedans. Juste avec un personnage qui ressemble aussi à celui de Pilule Bleue, qui te ressemble aussi pas mal. Ouais, qui a une espèce de trentenaire occidental, de middle class, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire moi, quoi. Mais enfin, plus de trentenaire, plus maintenant, mais à l'époque. Et non, mais ce qui est intéressant avec l'histoire de l'improvisation, c'est que les événements de la vie réelle. On a le choix de laisser le récit se faire contaminer par la vie réelle ou non. Contaminer est un mot mal choisi, on va dire se faire influencer par la vie réelle. Et ma compagne est tombée enceinte à ce moment-là. Et donc ça, tout d'un coup, je me suis retrouvé avec... oui, parce qu'il y a celui qui écrit les histoires, mais il y a le dessinateur aussi, qui en fait est en avant-plan, quoi. Et donc assez vite, je me suis retrouvé avec une femme enceinte sous les yeux. Et alors ça, pour un dessinateur, c'est une merveille parce que ça bouge très bizarrement une femme enceinte. Bon. Et ça pose plein de problèmes d'élégance et à la fois de balourdise et une femme enceinte qui se lève d'une chaise, qui se lève d'un lit. Tout à coup, je me suis dit, mais j'ai envie de dessiner ça, quoi. C'est un cadeau. Et puis en plus, ça va par définition pas durer longtemps. Bon, du coup, ce qu'on retrouve dans Onomatopée, qui est un livre chez Cadra Édition, qui raconte ça, en fait. Oui, alors mais ça c'est un tout petit bouquin, c'est un truc. Oui, mais il se trouve qu'il est dans la. Ouais. Il est dans oui, la parce suite que de Lupus. Faire tomber enceinte le personnage féminin de Lupus ne m'a pas suffi. Il a fallu que je dessine ce journal en parallèle. Oui, parce que dans la réalité, mais là, on est là pour parler de BD, pas de ma vie, mais cette grossesse, elle était un peu particulière, puisque c'est une grossesse d'une mère HIV, ça pose plein de questions, voilà. Et donc, ça, je ne le traitais pas dans Lupus, par définition, puisque ce n'était pas le sujet. Bon, même si tu veux qu'on évite de parler trop de toi, ta fille se retrouve aussi dans quelques livres par la suite. Ouais, c'est le paradoxe, c'est qu'en fait, pour moi, ça n'a aucun intérêt de raconter tout ça en vrai, mais par contre, ça peuple tous mes livres. Mais oui, parce que je raffine dans les livres, je maîtrise, je mets en perspective, je tords, j'intègre dans le genre. Voilà, pour moi, c'est-à-dire je mets de la pudeur, si vous voulez. En tout cas pour moi, selon mes critères, je mets de la pudeur là-dessus. Raconter ça là ou sur des réseaux sociaux me semble absolument non seulement impudique, mais pas très intéressant. Mais c'est vrai que dans tes livres, on retrouve à différents endroits dans les différents livres de ta production un certain nombre de questionnements, observations, vécus que tu peux avoir. Le rapport d'un père à son enfant, souvent une fille, mais pas que. Il y a le rapport à l'amnésie aussi dont tu parlais comme prétexte de début de livre. On le retrouve aussi à plusieurs endroits. Comme s'il fallait repartir de quelque chose, et comme si tu n'avais pas peur de la page blanche, par exemple. Ouais. L'amnésie, c'est marrant, j'ai jamais pensé à ça. Moi, je pense que ça, c'est plus lié à un truc scénaristique qui permet le flashback, de jouer aussi avec le flou du souvenir. Hein. Tous les gens qui travaillent dans la justice savent à quel point les souvenirs individuels sont extrêmement flous et aléatoires. Et tout ça, ça m'intéresse comme patte. Mais
Oui, en fait, le truc, c'est que comme moi, je ne fais que ça, je n'ai pas de vie d'aventurier. Donc, en fait, la chose que je connais le mieux, c'est la vie avec les gens que j'aime, quoi. Donc, comme j'aime bien réfléchir sur les choses, je réfléchis sur le sujet qui occupe le plus ma vie, qui est celui-là. Si j'étais soldat, je réfléchirais sur la guerre beaucoup, mais c'est pas Est-ce le que cas. c'est aussi pour ça que tu acceptes des scénarios qui sont très éloignés de tes problématiques? Oui, alors tu fais allusion à ça, mais ça, Bah c'est oui. moi qui l'ai écrit, donc j'ai pas Oui, accepté un scénario. oui. J'ai accepté une rencontre Voilà. avec. C'est sur les témoignages en fait d'un ancien RG ou qui était Ouais. RG peut-être Ouais. renseignements généraux du coup. Oui. Un jour, sur mon répondeur, j'ai un message de Johann Sfar que je connais pas très bien, mais j'ai un message de Johann Sfar qui me dit voilà, je suis directeur de la collection Bayou. J'ai quelqu'un que je voudrais te faire rencontrer. Ça. Bon, et puis alors on se parle et ce qu'il m'explique, c'est que comme il mangeait, c'était l'époque du procès des caricatures de Charlie Hebdo, et comme il mangeait souvent, il bossait à Charlie Hebdo, il mangeait souvent avec Philippe Val à midi ou des gens de la rédaction qui eux étaient protégés par la police, mais à l'époque c'était les renseignements généraux qui protégeaient les personnalités. Il faisait d'autres choses, mais entre autres choses, il faisait ça. Et donc, Sfar se retrouve à discuter avec ce type. Et là, il y a une conjonction de deux caractères qui est Johann Sfar, qui est fasciné par les hommes forts et les récits rocambolesques, quitte, à mon avis, sur le coup, à parfois être un peu naïf. Et l'autre qui lui est une espèce de grande gueule hableur qui raconte des trucs absolument abracadabrants dont on a réalisé en cours de route que beaucoup étaient du pipeau, quoi. Mais ce qui était intéressant, c'était que par contre c'était le mec, quoi. C'est-à-dire de traîner avec ce flic qui est vraiment une caricature. Donc on est sur le flic en civil, là, on est sur le flic de terrain, on est sur le mec qui appuie sur le champignon de sa Ford Mondeo gonflée, quoi. On est là-dessus, hein. On est sur le type qui débarque chez Gallimard et puis qui aime bien la petite assistante à l'entrée et donc qui s'accoude au guichet comme ça, puis qui découvre la crosse de son flingue comme ça. Voilà. C'est ça, quoi. Et alors attention, pas de. Moi, Il sera content, hein, je pense. Si non, mais pour des raisons que je vais pas exposer là, je lui souhaite des souffrances éternelles. Donc, parce que. Mais attention, on veut en savoir plus. Pas d'anti-police primaire, c'est pas du tout mon genre, non, honnêtement. Hein, moi, j'adore les gens ambigus, complexes. Donc, moi, je crois que dans la police, comme dans tout autre milieu, tout est médiocre et donc tout est intéressant et fascinant. Mais il y a dans tous les domaines des gens excessifs et caricaturaux qui sont des exceptions. Mais là, on en avait un. Donc, à tel point que j'ai dû baisser les curseurs à plein de moments, parce qu'autrement, on m'aurait dit, mais attends, tu rigoles ou quoi voilà. Bien, ensuite sort une sorte de compendium, une compilation de tout un tas de petits récits. Oui, parce qu'au fil des années, à droite et à gauche, voilà, dans des revues. Énormément de petits récits. J'ai arrêté de faire ça, mais pendant une période, j'en faisais énormément. S'il y a des gens qui se lancent dans la bande dessinée, ou je ne sais pas si c'est encore possible de faire ça, mais pour moi, la meilleure école, c'est ça, quoi. C'est-à-dire faire des récits courts, en gros faire de la nouvelle. Jim Thompson disait la même chose pour les écrivains. Sachez écrire une histoire en 3 pages avant de vous lancer dans le roman, quoi. 2009, Pachyderme chez Gallimard, un récit où tu avais visiblement envie de raconter l'histoire au travers des yeux et des faits et gestes d'une femme, qui est ton personnage principal là. Voilà, un peu dans l'esprit des films américains des années 30. Ça se passe à Genève dans les années 50, donc un lieu que tu connais bien. Certainement que tu avais une envie particulière par rapport à ça, à te rapprocher de décors que tu connais ou autres, non ? Ouais, un mélange de tout ça. On est loin de la science-fiction là pour le coup. On est loin de la science-fiction, mais on mord sur le fantastique étrange, voilà, quand même. Et pour moi, la science-fiction, elle a toujours une dimension de fantastique étrange, c'est-à-dire c'est une façon de voyager dans les tréfonds des complexités humaines, quoi. Voilà, bon. Donc ça n'est pas juste un récit tout simple, ça dévisse très rapidement quand même. Oui, puisque l'histoire raconte le pèlerinage de Clarisse Sorel qui va à la rencontre de son mari qui est bloqué à l'hôpital visiblement. Ouais. Elle va quitter la route parce que la route est bloquée par un éléphant.
Et donc, elle va rencontrer des personnages bien mystérieux. Après, c'est une espèce de récit picaresque mental, comme ça. Avec des images assez fortes. Tu es parti justement d'images et tu as brodé autour de ces images. Je suis parti d'une photo dont j'ai oublié. C'est un photographe américain des années 70, peu importe. Il y a une photo avec un éléphant tombé dans une ville, une petite route de campagne américaine. L'éléphant a dû tomber d'un camion. Et il est sur une route et des gens l'arrosent parce qu'il doit être blessé, il n'arrive plus à bouger. Bon, bref, cette photo, elle m'a complètement stupéfait. Et donc, je me suis dit, mais ce serait fou que ce soit sur une route fréquentée et que ça crée un gigantesque embouteillage à cause d'un éléphant posé sur une route. Tout est parti de là. Et puis effectivement, il y avait la volonté, mais c'était avant les histoires de MeToo, de female gaze et tout ça. Parce que je retourne à mon esprit de contradiction. Maintenant qu'il y a des injonctions à le faire, ça ne m'intéresse plus. Mais à l'époque, je n'étais pas conscient de le faire. En fait, ça m'intéressait juste de raconter le parcours d'une femme qui se libère, en fait. Et c'est pour ça que ça se passe dans les années 50. Il y a un érotisme très suranné là, dans ce livre. Ouais, ça me va. Juste après, en fait, il y a une peinture de Vallotton que tu as dans ton atelier et qui revient souvent en fait dans ton travail. Ouais, on voit bien la pose de la petite. Vous avez bossé, hein. Personne ne connaît ce tableau. Bah, quand même, Vallotton. Incroyable. On pense aussi à David Lynch, même si tu n'assumes pas forcément la référence. Tu n'avais pas vu de films de David Lynch depuis un moment quand tu as écrit et dessiné ce livre. Il y a pourtant des images que je trouve assez fortes, moi, qui pourraient... Sans doute que... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, je ne voulais pas assumer une parenté avec David Lynch, mais maintenant que ma fille est adolescente et qu'elle adore tous les films un peu troubles et étranges, elle s'est prise de passion d'abord pour Twin Peaks, et puis ensuite, elle a déroulé tout le reste. Elle a insisté à vouloir voir même Blue Velvet et des films comme ça. Et j'ai réalisé en les revoyant à quel point ils m'avaient complètement formaté quand moi je les avais vus. C'est vrai, à cette époque, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus, mais en fait, des références comme Blue Velvet, j'ai dû voir ça quand j'avais 18 ans. Effectivement, ça m'avait marqué au fer rouge, juste sans que je m'en aperçoive. Ouais. Avec des très belles images et un érotisme suranné et assez exacerbé. On passe à Château de Sable, qui a été écrit par Pierre-Oscar Lévy, qui est un scénariste pour le cinéma. Ouais. Un brin bordélique, comme vous aimez le dire quand vous parlez ensemble. Et là, il te propose un scénario que tu ne peux pas refuser, à la logique qui ne peut être traitée qu'en bande dessinée. Ouais, en plus. Alors, à l'origine, moi, je l'ai rencontré parce qu'il voulait... Ça n'est pas Pierre-Oscar. Non, mais la référence à la 4e dimension, oui. je pense, est présente. Sauf que ça, enfin, on va y revenir. Mais Pierre-Oscar Lévy, je le rencontre parce qu'il voulait adapter Pilule Bleue en film. Mais ça s'est jamais fait. Parce que bordélique, parce que cinéma aussi, parce que voilà, bref. Mais Pilule Bleue a quand même été porté. Mais ça n'a absolument plus rien à voir avec lui. Voilà. Et donc, non, mais un temps, j'ai été proche de lui. Après, il y a une distance qui se remet parce que il est à Paris, moi je suis à Genève, etc. Mais effectivement, au milieu de ce processus, tout d'un coup, il me dit, je t'ai écrit un scénario. Je dis, ouh là là, parce que lui, il était très il est plus âgé que moi, il a ce côté très gauche intello française comme ça. Bon, alors peut-être pour vous ça dit rien, mais pour un Suisse c'est très clair. Et je me suis dit qu'est-ce qu'il va m'écrire, un machin thématique vachement appuyé, tout ça. Et pas du tout. Il me livre cette espèce de récit complètement surréaliste, extrêmement bien foutu, avec une idée que je n'ai jamais vue nulle part avant, c'est-à-dire l'idée de... ça part un tout petit peu de L'Ange exterminateur de Buñuel, où les gens sont enfermés dans le salon et ne peuvent plus en sortir, sauf que là, en plus, ils vieillissent. Ils sont enfermés sur une plage et ils vieillissent en accéléré. Oui, alors pour la faire courte, ce que j'ai d'abord le scénario était super, l'idée était super, mais surtout ce qui m'a frappé, c'est que c'est très rare d'avoir des récits qui ne peuvent réellement fonctionner efficacement qu'en bande dessinée. C'est-à-dire que ce récit-là, vous le faites en littérature, vous êtes obligé de
d'alourdir le récit de description pour faire comprendre que les gens vieillissent, donc d'insister sur la métamorphose physique, les corps qui se rigidifient, qui s'alourdissent, etc. Si vous le faites en cinéma, peut-être aujourd'hui ça passerait mieux, mais il y a 10-15 ans, que ce soit de la prosthétique ou du numérique, on aurait vu que ça. Et donc là, c'était génial, ça. En plus de définir les lignées, parce que c'est des familles, donc il fallait faire des enfants qui soient physiquement la bonne combinaison de leurs parents. Et puis on sait tous que souvent on devient notre père ou notre mère en vieillissant physiquement, hein, je veux dire, ou même en psychologie. Ce n'est pas inéluctable, hein, mais on le constate. C'est comme les maîtres avec les chiens, quoi. Il y a un truc, c'est pas systématique, mais souvent ça fonctionne. Et donc ça, en termes de dessin, c'était super à faire. Ouais. Il nous reste 10 minutes. De quoi tu as envie de parler? De quel livre? Le dernier, Saccage? Comme vous voulez. Allez, on va partir sur Saccage, ton dernier ouvrage. Saccage qui serait, parce qu'on va être obligé de faire l'impasse sur Ama, qui est quand même une œuvre importante, qui finalement reprend un certain nombre de choses que tu avais développées dans Lupus de manière improvisée. Mais Saccage, pas exactement non plus. Saccage, c'est l'inverse, dans le sens où cette fois j'ai un thème. J'ai un thème très, très fort qui était, en gros, le transhumanisme, le projet transhumaniste, quoi. C'est-à-dire la question, est-ce que la technologie créée par l'homme est un moyen de le libérer ou de la servir, quoi. Et Saccage que tu présentais notamment, je ne sais plus si c'est sur ton blog ou quoi, comme un 5e tome possible à Ama. Oui, j'avais le fantasme très 2001 Akira. Qui est de finir un récit par un tunnel de 20 minutes de psychédélisme total. Et j'ai abandonné l'idée, mon éditeur m'en a convaincu aussi, mais ce truc-là est toujours resté, quoi. Tout libérer, c'est-à-dire faire un récit où le dessin est le récit. C'est-à-dire il n'y a même plus de découpage, il n'y a même plus de cases. Que ce soit de la façon dont le lecteur va le recevoir ou de la façon dont moi je le fais, c'est le trait qui guide l'avancement du temps et de l'espace, quoi, parce que c'est même pas de la narration. Ce sont de grands dessins que tu réalises au stylo bille, que tu mets en couleur ensuite via l'ordinateur, et qui prennent la plupart du temps leur source dans une imagerie passée ou contemporaine. Tu vas puiser aussi des références dans la littérature, dans le cinéma, dans la photographie. Il était intéressant pour nous de mettre en relation là, tes images aux images des artistes. Du coup, tu n'hésites pas à commenter et à parler des artistes justement qu'on va voir. Ça raconte quand même quelque chose, hein. C'est un monde apocalyptique. Nous avons 2 personnages qu'on suit. Voilà. Déjà, il y a une errance. Voilà. Déjà, il y a un personnage qui avance. Déjà. Qui est phosphorescent, qui visiblement a été irradié puisqu'il est né dans une centrale nucléaire. Et il est accompagné d'un enfant eau, un enfant en eau, donc. Et donc il déambule comme ça dans des paysages tous plus psychédéliques et apocalyptiques les uns que les autres. Ouais, c'était un mélange de plein de choses. Alors, avant que ça prenne cette forme-là, il y a eu 2 étapes qui ont été complètement avortées, où j'ai essayé de faire rentrer ça, vieux réflexe de l'auteur de BD, de faire rentrer ça au chausse-pied dans un cadre narratif, dans un genre et dans un cadre narratif. Donc, c'est passé par des recherches post-apocalyptiques, mais toujours avec un récit, quoi. C'est-à-dire un petit personnage, une héroïne, en l'occurrence c'était une héroïne, etc., etc. Bon, mais tout ça a disparu et il n'est resté que cette espèce de prophète de l'apocalypse énergétique, quoi. Et il y a plusieurs chocs esthétiques qui ont abouti à ce livre-là. Le principal étant probablement la lecture de la supplication de Svetlana Alexievitch. Pour ceux qui ont peut-être même lu le livre, ou ceux qui ont vu la série Tchernobyl de HBO, elle est beaucoup basée sur ce livre-là. Donc des témoignages de gens qui ont vécu Svetlana Alexievitch, elle fait un travail, elle est prix Nobel de littérature, hein, ça fait des années qu'elle fait un travail de recueillement de témoignages de la population ex-soviétique sur des thèmes. La chute du mur, la catastrophe de Tchernobyl, etc., etc. Bon, là, en l'occurrence, on y est. Il y a même des effluves là en permanence dans tes images, une radiation jaune, des lignes d'un bleu très soutenu pour évoquer comme une irradiation. Tout un tas de
tout un tas d'images là tirées de. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Paolo del Campo. Attends. Non, parce que. Je me trompe? Non. Je me rappelle plus du tout d'où vient. Mais c'est marrant. En tout cas, ça, je l'ai jamais vu. Donc, j'ai dû voir une autre chose, ou alors. Mais peut-être que c'est un artiste qui se. Ou alors, lui, c'est basé sur la ça même peut faire source. penser au masque. Dans mon souvenir, on était époque. plutôt dans une espèce de truc de yokai. Ouais, c'est marrant ça. Bon, bah ça, il faudra que tu ailles voir. C'est super beau. Hein, vraiment. Ok. C'est très très beau. Il y a d'autres images comme ça. Avec des clins d'œil plus ou moins appuyés. Là, évidemment, La liberté guidant le peuple, avec plusieurs personnages repris de la composition de Delacroix. Et puis on termine là, sur la chute des damnés de Rubens. Ah oui, qui alors dans la série des chocs esthétiques de cette période-là, il y avait un voyage à Munich et le fait d'avoir vu la chute des damnés de Rubens. Ouais, enfin, c'était fou, quoi, cette image. Il y a eu un voyage en Italie aussi pour aller voir faire le grand tour, quoi. Et puis, et du coup, notamment le Camposanto à Pise, par exemple, toutes les images de peinture apocalyptique moyenâgeuse ou de la Renaissance, et qui, étrangement, moi, je suis pas du tout religieux, je suis résolument athée, mais par contre, je suis obligé de constater que mon esprit n'est pas que farci de culture geek, mais aussi d'inconscient chrétien. Et c'était fou en travaillant sur l'apocalypse en termes contemporains, quoi, de voir comment toutes ces images, elles dialoguent, elles font des échos extrêmement puissants avec ce qu'on a peur de vivre, quoi, en ce moment. Ouais. Quelques images justement du pré-montage en fait de ce livre-là, je pense. Oui, voilà, par exemple. Il y a eu deux pistes. Il y a eu d'abord une piste donc avec. Ça a été abandonné. Hein. Ça a été abandonné, ouais. Il y a 15 pages de chaque. Donc en gros, il y a 30 pages que j'ai dessinées puis que j'ai virées, quoi. Enfin, que j'ai pas virées, hein, mais qui ne sont pas publiées. Mais tu gardes les personnages, tu les fais évoluer aussi dans des décors qui se rapprochent de cette bande dessinée. Tu voulais oublier pour un temps la logique de la séquence. Ouais. Ouais. Parce qu'à un moment, dans cette deuxième version, le personnage jaune, il trouve un vélo comme ça, puis il parcourt son monde à vélo. Puis je me suis dit, mais en fait, il faut qu'il soit sur une île, parce que sinon, pour plein de raisons. Bah, et à un moment, j'ai fait un dessin aérien, comme une vue satellite de l'île sur laquelle il se trouvait, avec en jaune, en très jaune, comme ça, tous les parcours qu'il fait depuis des semaines ou des mois à vélo. Et ça créait des espèces de cercles un peu brisés comme ça. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de tourner en rond dans ce système. Pourquoi je m'enferme dans ce système, quoi. Voilà. Et donc, j'ai viré toute structure narrative, quoi. Mais la seule chose qui est restée, c'est ce personnage jaune phosphorescent qui, lui, était basé sur autre choc esthétique, mais qui lui est purement humain, sur un monsieur qui était à côté de moi dans le tram à Genève, comme ça, plus petit que moi. Et j'ai décidé qu'il était japonais, mais ça, j'en sais rien, parce que je ne lui ai pas parlé, mais parce qu'il avait de profil la petite bosse sur le nez qu'ont les beautés classiques japonaises. Et il était totalement glabre, et d'une très grande beauté, quoi, vraiment. Atypique, un peu inquiétant, mais très fin. Et je l'ai tout de suite dessiné en rentrant chez moi. Et en fait, c'est le truc le plus solide. C'est comme dans Hama, on n'en a pas parlé, mais une fois que j'avais le personnage de Churchill, le singe robot, là, une fois que lui, il est fixé, je sais qu'on va arriver à quelque chose, quoi. On va peut-être se disperser, mais tant que lui, on ne le perd pas de vue, il vibre. Voilà, c'est ça. Et ce personnage, il vibrait. Ouais. Voilà le petit singe. Churchill. Et c'est ce que j'ai amené au cabinet de curiosité, puisqu'il fallait amener un objet. Alors on va peut-être, dans les 2 minutes qui restent, aborder la dernière partie, les projets à venir ou les projets en cours. Il y a un livre qui va sortir l'année prochaine, ou cette année, non, chez Atrabile. Chez Atrabile, en Oleg. août. Oleg, t'en parlais un peu tout à l'heure, ça serait comme pas une suite, mais en tout cas un retour vers une forme plus directe d'autobiographie, même si là il y a un filtre quand même. Le personnage, c'est pas toi. J'avais envie C'est un obsédé du dessin, et visiblement, d'après ce que tu viens de nous dire et ce qu'on a compris en lisant ton travail, le dessin prend vraiment toute la place dans ton esprit. C'est-à-dire, c'est moi, mais en même temps, vous voyez que le nez, c'est pas le mien. Voilà. En gros, la coiffure non plus. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, c'est moi, mais la différence de son caractère est à la hauteur de la différence de nos nez, quoi. Mais c'est quand même pas, parce qu'en fait, j'avais envie de retourner à l'autobiographie,
parce que je vieillis, quoi, et qu'il y a d'autres choses à raconter. Parce que le monde avance extrêmement vite et que moi je me sclérose. J'ai une gamine, enfin c'est pas plus du tout une gamine, une fille qui a 16 ans maintenant, et donc ça c'est aussi passionnant, les relations avec un enfant adolescent. Moi je trouve ça plus intéressant que quand ils ont 3 ans, ou à raconter, je veux dire. Du coup, j'ai été déconcentré, pas été déconcentré. Mais voilà, mais oui, le problème, c'est que moi, je suis piégé par Pilule Bleue. C'est-à-dire que si je retourne à l'autobiographie, ça va être un peu ah bon, on va prendre des nouvelles des gens, quoi. Comment ils vont? Est-ce qu'elle est toujours vivante? Est-ce que le gamin, il a une sexualité? Mais non, ça, c'était hors de question. Donc, j'ai évacué l'idée de la maladie. J'ai évacué le gamin de Pilule Bleue qui, lui, a 23 ans, hein, qui n'est plus du tout un gamin. Et donc lui n'est plus là. Et puis ça m'autorisait aussi à laisser libre cours à ce côté un peu vieux con, quoi, en fait. Un peu. Quand j'ai montré ça à Daniel, Daniel qui est toujours de très bons conseils, il m'a dit il faut que tu fasses gaffe à un truc. C'est le syndrome Sylvain Tesson, c'est-à-dire, et là je ne cite que Daniel. Et peut-être que d'autres gens seront d'accord, je ne sais pas. C'est-à-dire que il me dit, texto, quand tu lis Sylvain Tesson, tu es d'accord avec tout ce qu'il dit, mais tu as quand même envie de lui filer des coups, quoi. Moi, j'avais pas senti ça, tu vois, mais une fois qu'il l'a dit, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et vous aurez peut-être envie de filer des coups au personnage principal, quand même si j'ai essayé d'y faire attention, voilà. Merci Frédéric. Ben non, mais c'est moi. Ça file très vite. Hein, ouais. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir été présent. Merci.